les conditions générales de vente, qu'elles sont bien faites, que tu les as respectées, que tu les as communiquées effectivement, qu'elles sont acceptées par ton client. S'il y a un litige, tu es à peu près à 80% sûr de maîtriser l'issue du contentieux. Alors qu'en fait, si tu n'as rien, clairement, c'est 50-50. Déjà, tu n'as pas respecté tes obligations, tu n'as pas informé ton client, donc voilà. Et puis, parce qu'on ne sait pas ce que tu vas avoir fait, parce que derrière, ça dépend du juge et de l'interprétation des faits par le juge. Donc, suivant les preuves qui vont être ramenées de droite et de gauche, ça va être très compliqué. Et il faut bien se dire qu'un contentieux, la plupart du temps, le problème, c'est les preuves. C'est vraiment ça. Et pas de conditions générales de vente, donc comment tu prouves que tu as respecté tes obligations? ChatGPT, moi pour avoir essayé, parce que ça aurait été trop beau de pouvoir gagner du temps, moi en tant qu'avocat, si je lui donne les instructions en lui disant reprendre les informations que j'ai moi pour travailler, il n'arrive pas à me donner un truc qui soit correct. C'est pas vrai. Ou alors tu vas reprendre clause par clause pour refaire des formulations, des conneries comme ça, mais tu vas pas lui dire fais-moi des CGV et boum, elles sont là et tout est beau et tout est magnifique. Non, ça fonctionne pas comme ça. Bienvenue dans le podcast En Business Soyons Cash, podcast qui aborde avec franchise et authenticité des questions encore trop tabous dans la gestion d'entreprise. Je m'appelle Pauline Thiboux, je suis anciennement huissier de justice et ça fait 12 ans que j'évolue dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Je côtoie au quotidien des chefs d'entreprise confrontés à des impayés qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire et qui malheureusement répètent souvent les mêmes erreurs qui parfois les mènent jusqu'à la faillite. Il faut savoir qu'en France, des dizaines de milliers d'entreprises font faillite chaque année. En 2024, nous allons approcher les 70 000 défaillances, ce qui est un niveau record depuis de très nombreuses années. 90% de ces défaillances concernent des TPE-PME. Avec ce podcast, l'ambition, c'est de venir éveiller les consciences des chefs d'entreprise sur la relation client, le juridique, le cash et la vision d'entreprise pour permettre aux dirigeants de développer sereinement leur entreprise. Avec mes invités, on va partager des bonnes pratiques pour avoir les bons réflexes et éviter les impayés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir maître Sabine Villermoz, qui est avocate et qui est spécialisée dans tout ce qui va toucher aux conditions générales de vente. Et on va s'adresser principalement, mais pas que, aux artisans du bâtiment pour des CGV en béton. Bienvenue dans En Business Soyons Cash, c'est parti. Sabine, bonjour. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On s'est rencontrés via LinkedIn. C'est vrai. Je suis ravie de t'accueillir et de te renvoyer l'appareil puisque tu m'avais recommandé sur un podcast 6 heures du BAT. D'ailleurs, on fait un clin d'œil à 6 heures du BAT. À Nicolas, effectivement. Donc, merci encore pour ça. Et l'idée était de pouvoir aussi te renvoyer l'appareil pour que tu puisses à ton tour venir t'exprimer sur ce sujet des conditions générales de vente. Donc, avant de te présenter, pourquoi ce sujet ? Parce qu'on est dans un contexte en ce moment quand même qui est tendu, notamment dans le milieu du bâtiment, mais bon, ça va être assez généralisé. Tout secteur confondu. Ouais, voilà. Et donc l'idée, c'est de venir expliquer de façon simple et accessible, et je sais que c'est ce que tu fais aussi à travers ta communication, de rendre ces sujets accessibles. Pourquoi c'est important d'avoir des conditions générales de vente, que c'est pas sorcier si compliqué à faire, que ça prend pas 1000 ans à faire, qu'il faut aussi être bien accompagné, avoir les bons conseils pour que les dirigeants ne prennent plus de risques au niveau juridique et qu'ils se sécurisent avec ça. Donc ça va vraiment être le sujet de l'épisode du jour. Mais avant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, puisque on se connaît pas personnellement, donc je préfère que tu te présentes de façon à ce que je n'oublie rien et que tu puisses nous faire ta présentation. Ok, écoute, merci de m'avoir invitée, Pauline. Donc moi, je suis Sabine Villermoz, je suis avocate au barreau de Sens. Je suis à mon compte depuis 5 ans maintenant. Et effectivement, j'interviens particulièrement sur tout ce qui est le monde de l'artisanat du bâtiment, à travers tout ce qui est création, cession, mais aussi les conditions générales de vente, les baux commerciaux, tout ce qui va toucher à la vie de l'entreprise. Après, en fait, je suis arrivée dans ce domaine-là parce que, déjà avant d'être à mon compte, j'étais juriste dans un cabinet d'avocats sur Paris. Et ce qui revenait le plus souvent de la part des clients, c'est qu'en fait, ils étaient satisfaits de pouvoir avoir affaire à moi parce qu'ils comprenaient quand il y avait un problème, ils venaient, ils m'expliquaient leur situation et derrière, ils ressortaient en me disant « c'est super parce que j'ai tout compris, je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais ».
Donc ça, j'ai bien vu qu'il y avait un besoin de rendre le droit accessible finalement dans ce cadre-là. Et en réalité, quand je me suis installée, j'ai fait le choix de m'installer là où j'ai grandi, donc dans Lyon. Et mes parents étaient à l'époque, parce que maintenant ils sont retraités, mais ils étaient dans le domaine du bâtiment. Donc ça fait... on va dire que je baignais un peu là-dedans, donc j'avais conscience de leurs problématiques. Et ça me paraissait normal aussi de m'orienter vers ce domaine d'activité. Okay. Voilà, ce que je peux dire. Et puis après, il s'avère le fait d'avoir de la famille dans l'entrepreneuriat aussi, ça fait que il y a plein de difficultés dont j'ai conscience. Et notamment celle qui est la première, en tout cas la plus flagrante pour moi, c'est que c'est absolument pas un réflexe pour un artisan d'aller voir un avocat. Voilà. Parce que c'est deux mondes différents. Parce que c'est deux mondes différents, parce que l'interlocuteur privilégié des artisans et de la plupart des entrepreneurs, en réalité, c'est l'expert comptable, parce que l'expert comptable est rendu, entre guillemets, obligatoire du fait de la comptabilité des bilans qui sont obligés de sortir tous les ans. Alors que, et vu qu'il a une possibilité de faire du droit, il le voit comme l'homme... à tout faire. Voilà, l'homme à tout faire, c'est l'homme providence qui va pouvoir répondre à toutes les questions. Bon, j'aime bien les experts comptables, mais ils n'ont pas réponse à tout, en fait. Et c'est normal, chacun son domaine d'activité. Chacun son cœur de métier, complètement. C'est ça. Et du coup, en fait, on voit bien que la plupart du temps, il y a vraiment une étape à passer pour que les artisans, et le reste des entrepreneurs aussi, viennent voir un avocat. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, finalement, ils passent à côté de tout un tas d'informations qui sont très importantes pour eux et qui vont permettre de sécuriser leur activité, en réalité. Et aujourd'hui, avec le droit de la consommation qui se développe beaucoup, et du coup, il y a beaucoup de contrôles au niveau de la DGCCRF, la répression des fraudes, et résultat des courses, en fait, même un petit artisan, il peut être concerné par ces problématiques-là, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. En tout cas, ils se ciblaient plus sur des grosses entités. Maintenant, quelqu'un qui a 5 salariés, il peut être concerné. Mais il peut être concerné par des contrôles, et puis il peut aussi être concerné par simplement les gens qui sont aussi de plus en plus procéduriers. C'est ça, aussi. En fait, c'est un truc de fou. Les gens maintenant, une information, elle est accessible tellement vite maintenant sur Internet, et pas que de l'information bidon. Il y a de la vraie information de qualité juste qui est accessible là où il y a peut-être 15, 20, 30 ans en arrière, on pouvait pas avoir les informations comme ça, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est d'une simplicité déconcertante presque. C'est ça. Et les gens, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient dans leur bon droit, alors qu'elles le sont pas forcément. Et quand la personne en face professionnelle elle-même ne connaît pas ses droits, mais du coup, elle se sent vite dépassée. C'est ça. Je pense que tu dois côtoyer pas mal dans ce cas de figure-là. C'est vrai, c'est qu'on voit la réalité, c'est ça, c'est que les clients deviennent de plus en plus procéduriers parce que effectivement il y a de plus en plus d'informations qui est disponible, et l'information disponible, elle est pas forcément il faut toujours l'information. Déjà, il y a de l'information qui est mauvaise, qui est pas de bonne qualité, et c'est pas parce qu'on a une information qu'elle est placée dans le bon contexte. Et donc, si dans une situation A, elle fonctionne, dans la situation B, pas forcément. Exactement. Et donc, ça aboutit à des incohérences et des litiges, effectivement, entre professionnels et particuliers, et ça complique les choses. On se retrouve devant un juge pour 3 fois rien, en réalité. C'est ça. D'où justement l'intérêt de travailler sur ces conditions générales. Alors moi, j'ai coutume de dire à mes clients que des conditions générales de vente, au-delà d'être un support contractuel et une sécurité juridique, c'est aussi l'occasion, quand on travaille sur ces conditions générales de vente, l'occasion de travailler sur ses process, sur ses règles du jeu, sur comment est-ce qu'on veut travailler avec ses clients. Exactement. Et pour ensuite savoir comment on va le présenter, comment on va présenter les choses à ses clients et qu'il n'y ait pas de surprise. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, déjà, c'est quoi des conditions générales de vente ? Comme tu viens de le dire, en fait, les conditions générales de vente, c'est vraiment les règles du jeu. C'est définir, voilà, moi je suis artisan ou je suis entrepreneur. Quand vous venez me voir, ça se passe de telle façon. Voilà, une commande, ça arrive à tel moment, faut payer à tel moment, la livraison, ça se prend tant de temps. S'il y a un problème, une réclamation à faire, faut que ça se fasse de telle façon. Voilà, les règles du jeu, les conditions générales, c'est les règles du jeu, et c'est important de les définir parce que même si la loi, elle définit beaucoup de choses, elle définit pas forcément les choses très précisément. Et du coup, si on s'en réfère qu'à la loi, potentiellement, on a tout faux. Voilà.
on a tout faux, ou alors il y a des approximations ou des choses qui ne sont pas prévues par la loi, parce qu'il y a quand même la liberté des parties aussi. À un moment, on n'est pas non plus dans un cadre légal suivant les activités. Il y a des activités où c'est plus réglementé que d'autres. Oui. J'ai l'exemple par exemple du transport, oui. où là on est sur des activités qui sont quand même très réglementé. Le cadre légal est quand même déjà bien sécurisant, je trouve. Et donc souvent, ils ont pas forcément, ils voient pas toujours l'intérêt de faire des conditions générales, alors que bon, ça a un intérêt quand même. Il y a un intérêt quand même à côté, parce que comment dire, les conditions générales de vente, même si en soi c'est pas obligatoire, le problème c'est que quand on travaille avec des particuliers, donc des consommateurs, en réalité, on a une obligation générale d'information. Et bien justement, c'est là où, deuxième question par rapport aux conditions générales, on a compris donc que c'était les règles du jeu et qu'on s'est fixé plus ou moins librement quand même, parce qu'il y a des activités qui ont des réglementations et on peut pas non plus faire complètement ce qu'on veut. C'est ça. Il y a aussi une question de concurrence, et donc de rester attractif dans ces conditions par rapport à ses concurrents, etc. Bon, pour fixer ses propres règles dans le respect d'un cadre. Et est-ce que c'est obligatoire ou pas d'avoir des conditions générales? Alors, c'est pas obligatoire. La loi, elle dit pas, vous êtes une entreprise, un professionnel, vous devez avoir des conditions générales de vente. En revanche, la loi, ce qu'elle dit, c'est, vous travaillez avec des consommateurs, vous avez l'obligation de leur assurer une information précontractuelle. Donc, c'est-à-dire de leur dire, voilà, demain, vous avez besoin de moi, ça va se passer de telle façon. Et il y a tout un tas d'informations qui sont obligatoires à fournir. Et en fait, si on n'a pas ces conditions générales de vente, on ne peut pas prouver qu'on a donné cette information précontractuelle. C'est comme aujourd'hui l'obligation de conseil. Quand vous êtes un professionnel et que vous avez une obligation de conseil, si vous ne faites pas d'écrit, comment vous prouvez que vous avez respecté votre obligation de conseil? En fait, c'est impossible. Donc, par ce biais-là, en fait, on se retrouve avec des conditions générales qui deviennent obligatoires quand on travaille avec des particuliers. Avec les professionnels, c'est encore une autre histoire. Il n'y a pas cette obligation-là d'avoir des conditions générales de vente et il n'y a pas d'obligation d'information précontractuelle. Après, concrètement, on a toujours intérêt à en avoir parce que si on n'a rien fait, c'est la loi. Et en l'occurrence, si la loi concernant les consommateurs, elle est quand même assez fournie, entre professionnels, c'est plutôt un désert. J'aurais dit la jungle, mais ça marche aussi. Voilà. Donc en fait, si on veut pas effectivement que ça devienne la jungle et advienne que pourra, il vaut mieux avoir des conditions générales de vente pour pouvoir bien cadrer les choses. Ouais, et donc du coup, d'autant plus dans un cadre professionnel. Alors le cadre avec des particuliers, donc quand on dit consommateur, c'est des particuliers, des personnes qui sont, un peu novices. Qui sont novices, mais surtout profanes dans un domaine, quoi. Qui n'agissent pas, qui n'achètent pas un service ou un produit dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est ça. Voilà. Donc même quelqu'un qui est professionnel, chef d'entreprise, quand il est dans son activité, quand il est dans sa maison et qu'il achète des trucs à titre perso, il devient consommateur. C'est ça. Voilà. Même si en fait il dit qu'il sait très bien de quoi on parle. C'est ça. Au titre par rapport à la loi, il est consommateur. Il devient consommateur parce que c'est plus dans le cadre de son activité. Il achète pour ses besoins personnels. C'est ça. Mais donc du coup, comme on parlait quand même pas mal un petit peu dans la sphère bâtiment de façon générale, donc des artisans du bâtiment, ils peuvent avoir à la fois des clients qui sont des pros. Oui. Et des clients qui sont des particuliers, parce que quand on fait des rénovations ou des travaux chez des particuliers, on tombe finalement sous le coup du droit de la consommation. Oui. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas conscience de ça, en fait. Non, d'être soumis quand même au droit de la consommation, alors que c'est quelque chose de très spécifique. Et c'est vrai que dans le monde du bâtiment, autant on va penser à tout ce qui est droit de la construction, les garanties décennales, les trucs comme ça, autant la partie droit de la consommation pure, la plupart du temps, on n'y pense pas. On n'y pense pas, oui. Et c'est important d'insister quand même un petit peu, tu vois, sur cette notion de consommateur, parce que j'imagine un peu dans l'imaginaire collectif que consommateur, on pense droit de la consommation et on pense consommation, crédit à la consommation ou acheter des biens de consommation, oui. D'achat en ligne, etc. Et on pense pas forcément que ça vaut aussi pour tout ce qui est justement tout achat lié entre un professionnel et une personne qui agit à des fins personnelles. C'est ça. On est tous soumis. On va au supermarché, c'est du droit de la consommation. Chez le boulanger, c'est pareil. L'artisan, c'est pareil. Le coiffeur aussi. Ouais, à partir du moment où on achète, on donne de l'argent à quelqu'un pour quelque chose à titre personnel, on est dans des droits de la consommation. Donc hyper important à bien avoir en tête parce que ça concerne du coup beaucoup d'entreprises. Oui. Sauf éventuellement ceux qui ne travaillent exclusivement avec B2B, des professionnels ou en B2B. Ouais. Mais où là, il faut quand même avoir ces règles. Parce que même quand tu travailles que en B2B, il y a quand même des hypothèses où potentiellement tu vas te retrouver à devoir appliquer du droit de la consommation, puisqu'il y a notamment par rapport au droit de rétractation dans les contrats hors établissement, en réalité,
un professionnel qui a moins de 5 salariés et qui ne va pas contracter dans le cadre un contrat qui serait lié hors champ de son activité principale, c'est du genre, c'est tout ce qui est lié à l'achat de site internet par exemple ou de téléphonie et ainsi de suite, un professionnel qui a besoin de ça. Enfin, tout le monde a besoin d'un téléphone portable, quoi, j'ai envie de dire. Et ben ça, potentiellement, si c'est un contrat qui a été conclu hors établissement et que tu as moins de 5 salariés, et ben tu es soumis au droit de rétractation du code de la consommation. Okay. Ouais, donc en fait, il y a quand même des spécificités. Hein. Ok. Ouais, mais tu vois, donc c'est là où c'est intéressant de bien avoir en tête ces spécificités-là, et en tout cas de prendre conscience que toutes ces spécificités, c'est compliqué pour un chef d'entreprise de toutes les maîtriser. Donc de se faire accompagner, de se faire conseiller, clairement, c'est la sécurité, c'est vraiment un gage de sécurité. Oui. Qu'est-ce qu'on risque si on n'a pas de conditions générales? Et notamment, tu m'avais parlé d'une histoire d'une personne, de 2 cas, un cas d'une personne qui avait des conditions générales versus quelqu'un qui n'en a pas. Qu'est-ce qu'on risque? Et si par exemple un jour il y a un procès ou il y a une procédure qui est engagée, tu vois, les chances de succès, etc. Si tu as des petits exemples un peu concrets que tu as pu avoir dans la pratique on a des conditions générales versus on n'en a pas. Voilà, si tu peux nous éclairer un peu là-dessus. Mais totalement. En fait, si on n'en a pas, le risque, c'est... Ça dépend de qui est en face, mais quand c'est un consommateur et qu'on n'en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas respecté notre obligation d'information précontractuelle, et donc potentiellement le contrat il peut être nul. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, le contrat le client vous dit au revoir et c'est adieu et on peut rien faire, c'est tout faux. Ça, cette possibilité-là, il y a la possibilité, la conséquence possible aussi, c'est en cas de contrôle, notamment des DGCCRF et ainsi de suite, de se prendre une amende, en fait. Et ça peut taper fort. Après, si c'est la première fois, il y a tout un contexte qui fait que potentiellement on vous donne juste un avertissement. Mais si c'est pas la première fois, ça peut coûter cher. Après, dans les faits, quand il y a un problème, si on a des conditions générales de vente qui sont bien faites, grosso modo, on est à peu près sûr de l'issue du contentieux à 80%, en partant du principe qu'il y a des conditions générales de vente, qu'elles sont bien faites, qu'on les connaît et qu'on les respecte, bien sûr. Je vais dire qu'elles ont été suivies parce que ça, c'est pire que tout. C'est exactement ça, parce que les cas où les conditions générales de vente existent, mais le client... le professionnel ne les respecte pas. Il suit pas ce qui est marqué. Il suit pas ce qui est marqué, il est même pas au courant de ce qu'il y a dedans, limite. Là, ça sert à rien, en fait. Donc, puis alors, c'est contre-productif. Nous, j'avais l'exemple, je te rebondis dessus parce que ça m'y fait vraiment penser. Un client qui, du coup, avait des conditions générales, ne les avait pas envoyées en face. Et j'avais dit, mais merci de ne pas les avoir envoyées parce qu'en fait, du coup, si vous les aviez envoyées, en fait, on était morts. Parce qu'on aurait dû pas du tout respecter. Mais c'est tout le problème du truc. Et donc voilà, grosso modo, si tu as des conditions générales de vente, qu'elles sont bien faites, que tu les as respectées, que tu les as communiquées effectivement, qu'elles sont acceptées par ton client, s'il y a un litige, tu es à peu près à 80% sûr de maîtriser l'issue du contentieux. Alors qu'en fait, si t'as rien, clairement c'est 50-50. Parce que déjà t'as pas respecté tes obligations, t'as pas informé ton client, donc voilà. Et puis parce qu'on ne sait pas ce que tu vas avoir fait, parce que derrière ça dépend du juge et de l'interprétation des faits par le juge. Donc suivant les preuves qui vont être ramenées de droite et de gauche, ça va être très compliqué. Et il faut bien se dire qu'un contentieux, la plupart du temps, le problème, c'est les preuves. C'est vraiment ça. Et pas de conditions générales de vente, donc comment tu prouves que tu as respecté tes obligations? Déjà, qu'est-ce que c'était tes obligations? Voilà, qu'est-ce que c'était tes obligations? Donc, c'est très compliqué à partir du moment où on n'a pas ou qu'elles ne sont pas respectées. Et comment dire, pour donner des exemples, le cas notamment que je crois qu'on avait évoqué ensemble, c'est l'hypothèse où le client veut annuler donc on a un artisan qui a c'était quoi, pour des portes ou quelque chose comme ça, et le client passe commande et finalement quand tu arrives, le client te dit ah non mais finalement je veux pas travailler avec vous. Ah, il a accepté le devis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait pas? Dans quel cadre ça marche ou pas? Et ça, clairement, ça va dépendre si on avait des conditions générales de vente, si on a bien respecté nos obligations ou pas. Parce que, notamment, on sait que quand il n'y a pas de délai de livraison indiqué dans le devis ou dans les conditions générales de vente, en fait, la livraison, elle doit intervenir dans les 30 jours de l'acceptation du devis. Voilà, ça je peux dire que quand on fait du sur-mesure ou quoi, on a vite fait de le dépasser. Hein. C'est improbable. Et en fait, on sait très bien, les artisans sont même pas au courant que ce délai existe. Ouais.
c'est sûr. Et il y a énormément d'artisans qui n'ont pas de conditions générales de vente, ou alors qui ont été copiées celles du voisin, qui sont copiées de je sais pas qui. De notre voisin d'avant. Voilà, et qui a une activité qui est complètement différente, ou ils ont fait un amalgame de trucs qui ressemblent à rien, ou il n'y a pas les informations nécessaires, il y a n'importe quoi. Voilà, et on se retrouve potentiellement à avoir un client qui a commandé la matière première, a fait tout fabriquer, tout ce qui va bien, se pointe chez le client et se voit refuser, et le client a raison de refuser, en fait. Donc là, t'as juste tes yeux pour pleurer. Ça revient à ça. Donc c'est dommage de se retrouver dans cette situation-là, alors que finalement, tu aurais eu des conditions générales de vente, tu aurais pu cadrer les choses, et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les conditions générales de vente, ça évolue. Là, en l'occurrence, cette semaine, j'ai un client qui m'a appelé, je lui avais fait des conditions générales de vente, et là, il me dit, mais non, mais là, c'est de plus en plus souvent, les clients, ils annulent, machin, moi, je veux que ça change, je veux encadrer, parce que dans ces conditions générales de vente, à la base, il était d'accord pour que le client annule. Mais là, en fait, vu qu'il se prend de plus en plus d'annulations, il se dit non, ça peut pas le faire. Moi, je réserve du temps pour eux, machin, et d'un seul coup, je me retrouve, j'ai un trou dans mon agenda que je maîtrise pas. Donc en fait, maintenant, il veut qu'on fasse évoluer pour dire, non, l'annulation, ça se fait tant de temps à l'avance. Si c'est après, c'est tant pis. Et voilà, comment faire pour sécuriser, éviter qu'il y ait des annulations aussi, parce que finalement, la question peut se poser, est-ce qu'on fait verser un acompte? Parce qu'en versant un acompte, la personne, elle est aussi plus engagée. Elles sont obligées d'honorer le rendez-vous, de pas l'annuler à la dernière minute non plus. C'est tout un tas de petits trucs qu'on va effectivement gérer par le biais des conditions générales de vente. Donc les conditions générales de vente, c'est les règles du jeu, mais c'est aussi une façon de sécuriser l'activité au sens de créer un contexte qui va être favorable à la pérennité de l'activité, du carnet de commandes en fait. C'est ça. Et comme tu dis, la personne qui elle-même demande j'aimerais qu'on encadre plus cette partie-là, une fois que c'est encadré, que c'est posé, que c'est compris et que l'entrepreneur est en maîtrise de ça, il va pouvoir du coup l'expliquer aussi plus facilement, je trouve, à la personne en face, parce qu'il a pris le temps de se poser, de réfléchir à ça, de se poser les bonnes questions. Oui. Et du coup, il va pouvoir le communiquer, je trouve, plus facilement. Oui, c'est ça. Et tu vois, moi, je trouve que c'est bien aussi, même si, des fois, on nous dit, les conditions générales de vente, mais c'est long, machin, c'est un pavé et tout. Ouais, mais en fait, si les conditions générales de vente, elles sont bien claires, pour la personne en face, en fait, c'est écrit, donc elle suit ce qu'il y a décrit. Alors que si on a un truc qui est vague et qui est complètement insondable pour le particulier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir sur Internet, qu'est-ce que dit la loi ? Alors la loi, elle dit peut-être un truc contraire, et ça sera foutu en fait. Ouais, complètement. Et ça rassure, je trouve que ça fait un cadre qui rassure le client en face. En fait. Totalement. Et donc ça permet d'avoir de la confiance, inspirer confiance, montrer le sérieux, et en fait ça c'est de l'émotionnel derrière, mais il faut pas le négliger parce que en fait c'est les messages que ça va envoyer à son client et c'est précieux en fait, ça compte beaucoup dans une relation commerciale. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire du coup comment est-ce qu'on rédige des conditions générales de vente, comment on les fait en fait ? Alors les conditions générales de vente, en tout cas moi, la façon dont je fais, c'est que je commence par un entretien avec le client pour qu'il me raconte comment il travaille. Vraiment, parce que de toute façon, faut pas faire des conditions générales de vente qui vont pas être le reflet de la façon de travailler du client, parce que de toute façon ça va pas marcher. Parce qu'il va pas respecter ce qu'il y a décrit. Et alors après, il faut aussi voir, parce que peut-être qu'il a des pratiques qui ne sont pas bonnes, donc il faut rectifier. Mais il faut aussi que les conditions générales de vente, en fait, elles soient vraiment adaptées à sa pratique, puisqu'il faut qu'on définisse, je sais pas moi, si c'est de la vente hors établissement, si c'est de la vente à distance, la façon dont il a de commercialiser ses services, ça a une grande importance, parce que ça définit le cadre légal dans lequel on intervient. Donc, il faut avoir cet entretien. Moi, je pose plein de questions. Voilà, comment ça se passe ? Comment vous rencontrez vos clients ? Est-ce que vous déplacez ? À quel moment vous envoyez votre devis ? Quand est-ce que vous demandez un acompte ? Quand est-ce que vous le demandez ? Machin. Des trucs qui peuvent paraître bidons, mais en fait, d'un artisan à l'autre, ça marche pas toujours exactement de la même façon. Même sur des activités similaires. Même sur des activités similaires. Des fois les mêmes pratiques. C'est ça. Suivant un grand réseau, il va avoir une façon de procéder. En tout cas, un grand réseau. Un artisan qui va appartenir à un réseau national, ils vont avoir un process en réalité de travail et ils fournissent pas forcément les conditions générales de vente aux clients. Ça veut pas forcément dire ça. Mais ils vont avoir un process de vente qui va être très, très défini. Et celui d'à côté qui travaille tout seul, il va faire ça autrement, en réalité. Mais c'est important qu'ils sachent bien comment ça fonctionne et s'ils sont en droit ou pas en droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pose plein de questions. Voilà, comment ça se passe ? Et je demande aussi, ce qui est important pour moi, c'est de demander, vous avez quoi comme problème avec vos clients ?
Oui, voilà. Parce qu'après, derrière, c'est et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça. C'est exactement ça. Les conditions générales de vente, elles sont aussi là pour prévenir les problèmes. Si on a des litiges réguliers, je sais pas moi, sur tout ce qui est menuiserie, ainsi de suite, la plupart du temps, c'est tout ce qui est quincaillerie, savoir si c'est fourni, pas fourni, est-ce que ils ont le droit de demander à ce que ça soit changé, les histoires de couleurs, les machins, à quel moment on peut revenir sur sur la dimension, sur la typologie du produit, tout un tas de petits trucs. Les délais aussi. Les délais, mais ça dépend d'une entreprise à l'autre en fait. Donc il faut poser plein de questions. Il n'y a que ça à faire pour avoir des conditions générales de vente qui vont être le reflet de leur façon de travailler, tout en étant dans le respect de la loi en fait. Complètement. Et tu vois, on voit pas mal maintenant de sites où c'est faites vos conditions générales de vente à 300 balles, ou alors des personnes moi qui me disent c'est bon, on fait vous me dites vite fait un peu le process et puis je le ferai sur ChatGPT, des choses comme ça. Donc ça aussi c'est un vrai sujet quoi, parce que quand tu vois des conditions générales de vente qui sont proposées à 400 balles, la personne elle comprend pas pourquoi chez un avocat ça va lui coûter peut-être le double, le triple, peu importe en fait en fonction du temps aussi passé, de la complexité de l'affaire, du cadre légal. Est-ce que déjà il y a qu'un jeu ou plusieurs jeux en fonction de à qui on s'adresse, et des fois c'est pas forcément évident. Est-ce que toi des fois t'as un peu des retours de personnes sur qui te demandent ça par exemple, ou je peux les faire sur internet ou je peux les faire sur internet. C'est le quotidien pour tout, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que oui ça existe. C'est vrai, mais la réalité c'est que la personne qui fait ça, elle est face à un ordinateur, elle répond à des questions quand on lui pose des questions. Et les questions, elles sont très orientées et elles sont pas forcément. Déjà, il faut arriver à les comprendre, ce qui est pas donné pour tout le monde, parce que c'est des questions qui sont juridiques, hein, donc avec des termes qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et après, même si ils comprennent les questions, la plupart du temps, ces formulaires-là, ils sont faits en réalité pour de la vente en ligne. Faut en avoir conscience. Pour de la vente en ligne, pour de la vente de services. Donc en fait, c'est pas adapté à un artisan, c'est pas ça qu'il fait. Et ils savent pas, affiner la proposition. C'est pas vrai. En tout cas moi, tous ceux que j'ai observés et été voir, ils ne savent pas affiner la proposition. Donc résultat des courses, il va pas falloir un jeu de conditions générales de vente, mais il va en falloir 36 par rapport aux différents produits ou différents services que vend la personne. Et donc là où ça coûtait pas cher, ça va coûter très cher. Ouais. De toute façon, souvent quand on paye pas cher, on paye 2 fois, voire 3 fois. C'est ça. Et en réalité, le produit derrière, le document obtenu à la fin, ne sera pas conforme à la réalité des choses. Ne sera pas conforme. Le professionnel, il n'aura pas le conseil qui est derrière, en tout cas que moi je donne, parce que je forme vraiment mon client à ses obligations en réalité. Ce que fait pas une plateforme en ligne, c'est pas vrai. Et ChatGPT, moi pour avoir essayé, parce que ça aurait été trop beau de pouvoir gagner du temps, moi en tant qu'avocat, si je lui donne les instructions en lui disant à reprendre les informations que j'ai moi pour travailler, il n'arrive pas à me donner un truc qui soit correct. C'est pas vrai. Il y a toujours des manques, c'est toujours trop succinct, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Ou alors tu dois reprendre clause par clause pour refaire des formulations, des conneries comme ça, mais tu vas pas lui dire fais-moi tes CGV et boum, elles sont là et tout est beau et tout est magnifique. Non, ça fonctionne pas comme ça. Complètement. Bon, tant mieux d'un côté aussi parce que ça veut dire que j'aurai toujours du travail demain. C'est ça. Non, mais mine de rien, c'est aussi ça, c'est de se dire à un moment, oui, ça peut être une aide et ça peut peut-être donner des bases, donner une sorte de premier jet, parce qu'après il y a aussi le coût, et donc souvent on voit des entreprises qui nous disent oui, mais moi je démarre mon activité, je peux pas aller mettre 1000 €, 1500 ou même 900 € dans des CGV. Oui, donc des fois ça peut être des fois mieux que rien, et encore que, parce que franchement quand des fois on a un truc qui est pas adapté, ça peut être pire que rien. Donc ça dépend quand même pas mal des activités. Donc c'est important de le préciser, et donc se faire accompagner là-dessus, pour moi c'est vraiment un investissement. Puis on maîtrise, c'est-à-dire qu'on sait que des conditions générales par avocat, ça va coûter, j'en sais rien, je donne des prix au hasard, je sais pas si c'est les tiens ou pas, mais je vois un peu dans ce qui peut se faire, ou des retours, on va être des fois dans des fourchettes entre 1000 et... J'ai donné une fourchette large, mais entre 1000 et 2005. Ouais. Suivant les typologies d'activités, tu vois, on va être à peu près dans ces niveaux-là. Une activité basique, simple, on en a qui peuvent nous les faire à 1000 €, tu vois. Mais du coup, c'est un investissement qu'on maîtrise. On sait combien ça coûte.
et on sait qu'on va être carré pour commencer son activité versus demain on a un litige qu'on n'a pas vu venir avec un client, c'est pas 1 000 € que ça va coûter quoi. C'est ça. Ça peut coûter beaucoup plus que ça et on va peut-être devoir quand même prendre un avocat qui du coup va coûter pour le coup peut-être plus cher que ça parce que le litige sera compliqué. C'est ça. Et puis les conditions générales de vente, une fois que tu les as données à tes clients, c'est elles qui s'appliquent quoi. Donc le jour où tu découvres que tu t'es trompé, tous les dossiers qui sont en cours, ils ont tous des conditions générales de vente qui sont pas bonnes. Ouais. Donc on va prier qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est ça, tous tes chantiers en cours, en fait, t'es là, tu t'espères que ça va le faire. C'est ça. Non, mais c'est vraiment important de voir ça comme vraiment un investissement et un investissement pour sa sécurité. Et puis c'est pas un investissement si élevé. Non, c'est pas. Quand on monte une entreprise, pour moi, c'est je sais que nous, dans notre entreprise, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. Oui. Alors que même on est juriste. Oui. Tu vois, de base de formation, je suis juriste et les conditions générales de vente, on les a fait faire par avocat. Oui. On les a pas pondues nous-mêmes parce qu'en fait, après, il faut aussi, je trouve, avoir être challengé, avoir un recul, quelqu'un qui a un œil extérieur sur son business, qui peut-être pense à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé non plus, même si on connaît l'activité très bien. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu cette confrontation entre guillemets pour être sûr qu'on prend pas de risques et qu'on n'est pas passé à côté d'un truc, quoi. Oui. C'est important. Est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu quelles sont, par exemple, 4 clauses à intégrer dans des CGV auxquelles on ne penserait pas forcément, notamment dans le secteur du bâtiment, qui pourraient être intéressantes, auxquelles se dire « Ah, ça, il faut que j'y pense à mettre dans mes CGV » et que les personnes qui écoutent s'interrogent, fassent un peu leur autodiagnostic, genre « Est-ce que j'ai ça dans mes CGV ou pas ?» quoi. Ok, donc la première à laquelle je pense, c'est la question de savoir à quel moment la commande, elle est fermée définitive. En fait, à quel moment on s'engage, que ce soit le client ou le professionnel. Parce que la plupart du temps, on met que il faut renvoyer le devis signé et un acompte. Ok, très bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client il envoie le devis mais pas l'acompte, il n'y a pas de commande? Ou est-ce qu'on considère qu'il est engagé même s'il n'a pas encore versé l'acompte? C'est des petits détails, mais ça a une importance parce qu'en fait, ça peut arriver, ça m'arrive même très souvent. Un artisan qui va travailler, il va faire un premier chantier avec son client, et puis ça se passe bien, et là le client il dit « Ah ouais, mais ça serait bien de faire ça ». Ok, il refait un devis, le client l'accepte, mais il verse pas l'acompte, et puis il est en bonne relation, il se dit que ça va, il commence, et puis en fait c'est là que c'est le drame, parce qu'il n'y a rien d'écrit, et finalement il a acheminé les marchandises, il vient pour installer, et là le client dit « Non mais moi je veux pas, et puis de toute façon je suis pas engagé, j'ai pas versé l'acompte ». Voilà. Alors, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il n'est pas engagé? C'est une vraie question, en fait. Pour le coup, c'est issu d'un contentieux un dossier que j'ai. Donc, je sais très bien, ça, c'est une vraie question. Et ça, si c'est pas écrit dans les conditions générales de vente, c'est pas la loi qui va aider. Ouais. Donc, celui-là, c'est un point important. C'est un point important. Et alors après, un artisan qui va travailler avec des consommateurs, la clause de médiation de la consommation. Sincèrement, c'est encore un truc qui est complètement passé à l'as, alors que c'est une obligation qui existe depuis 2016. Ah oui, ça fait un petit peu... Mais voilà, non mais c'est super vieux. Mais en fait, aujourd'hui, il y a encore des conditions générales de vente qui n'ont pas cette clause de médiation de la consommation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professionnel est obligé d'adhérer à un service de médiation de la consommation. Il y a une liste des organismes accrédités. Tout le monde ne peut pas faire de la médiation de la consommation. Il y a un espèce d'abonnement à prendre auprès de ce service. L'abonnement de base, c'est 60 €. C'est ça, 60 € pour une année. C'est pas non plus la fin du monde. Et ça permet quoi? Ça permet que le jour où il y a une réclamation, si le professionnel et le client ne se mettent pas d'accord, le client peut aller saisir ce médiateur. Il peut aller saisir. Il n'est pas obligé de le faire, il peut le faire. Par contre, s'il y a une médiation qui est menée, c'est le professionnel qui va en assumer le coût. Mais c'est un coût qui est maîtrisé, puisque quand vous signez la convention avec l'organisme au départ, il y a les tarifs d'indiqués. Donc voilà, donc c'est une façon de gérer les choses, mais ça c'est une obligation réelle qui peut entraîner des amendes, voire une nullité du contrat. Donc c'est important. J'ai une question justement là-dessus par rapport à quand on est dans cette clause de médiation là, si c'est par exemple le client en face qui ne veut pas payer, mais juste il veut pas payer, il n'a pas du tout l'intention d'aller saisir qui que ce soit en termes de médiation, juste genre je ne payerai jamais. Est-ce que le professionnel, lui, a l'obligation d'aller saisir ce médiateur du coup? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, le professionnel n'a pas le droit d'aller saisir le médiateur. C'est le médiateur, il peut être saisi que par le client. Et donc quand on est sur des petits litiges inférieurs à 5 000 € contre un
particulier, on a une obligation quand même de médiation, mais donc du coup c'est un autre médiateur. Il va falloir aller saisir un médiateur indépendant pour le coup. Si c'est l'entrepreneur qui vient, tu vois, faire une procédure, il y a la procédure de médiation préalable. Et donc du coup il y a quand même une subtilité là-dessus, c'est que c'est pas les mêmes. Non, c'est pas la même chose. Et tu vois, des fois dans l'esprit des personnes forcément, mais parce que c'est un truc quand même, une subtilité qui est quand même assez fine, on va dire. C'est pas le même organisme. Cet organisme de médiation, il est vraiment à disposition du particulier consommateur. Oui. Voilà, il en dispose pas. Mais en tout cas, c'est à sa disposition et le pro ne peut pas. Donc, c'est important d'avoir bien la distinction parce que nous, quand on fait des procédures de recouvrement, forcément sur des petites créances, des fois, on a ces obligations de médiation et on passe pas par les organismes de médiation prévus dans les conditions générales de vente parce que c'est pas celui-là qu'on doit aller. C'est ça, exactement. C'est pas possible. Exactement. Une autre clause dans le bâtiment, peut-être à laquelle on ne pense pas forcément. On avait dit tout ce qui est gestion des déchets. Ouais, les déchets, on en avait parlé, ça, gestion des déchets. En plus, c'est une obligation maintenant à mettre dans les devis aussi. C'est ça, exactement. Donc, il y a ça à mettre. Et puis après, en dernier, tout ce qui est réception de chantier. Expliquer comment ça marche. Qu'est-ce que c'est une réserve? Dans quel cas on peut en mettre? Est-ce qu'il y a possibilité de faire être retenu ou pas de garantie? On va détailler un peu les deux si tu veux bien, parce que gestion des déchets, qu'est-ce qu'on va devoir dire sur la gestion des déchets? Tu vois, il va falloir dire genre c'est moi entreprise qui m'occupe de gérer mes déchets de telle et telle façon, ou tu vois, ou juste on dit je m'occupe de la gestion des déchets et c'est tout. Ou tu vois, il faut qu'ils aillent un petit peu dans du détail ou pas, parce que c'est obligatoire de parler de la gestion des déchets sur les devis, mais est-ce que c'est obligatoire de le mettre dans les CGV? En fait, le problème, c'est pas un problème, mais tu te complètes. Entre le devis et les CGV, ça se complète. Donc tu peux mettre dans l'un et pas dans l'autre. Ça, c'est pas grave. Et effectivement, il va falloir, de toute façon, un minimum d'informations sur le sujet, parce que faut que tu dises ce que tu fais des déchets. Et comment dire, et quand faut demander aussi aux clients ce qu'ils souhaitent, de comment ils souhaitent gérer les choses. Mais après voilà, est-ce que c'est dans les CGV ou est-ce que c'est dans le devis? C'est à toi de faire ton choix. Moi j'ai envie de dire, de toute façon dans les devis, moi j'ai tendance à dire on met que ce qui va changer, et les conditions générales de vente, c'est ton process applicable à tout dossier. En sachant que les CGV peuvent aussi des fois renvoyer au devis en disant telle spécificité sera indiquée au devis ou des choses comme ça. De toute façon, est-ce que ça se complète aussi? C'est intéressant d'avoir des fois des va-et-vient entre les deux. Oui. Et sur les déchets, notamment, des fois, c'est quand tu as plusieurs artisans. Parce que compliqué. Du coup, qui ramasse quoi? C'est ça, qui est-ce qui va traiter quoi? Mais c'est compliqué. Ça, en plus, souvent, c'est un peu quand même l'objet de contestation. Enfin, pas forcément de litige, on va dire, il va pas y avoir un litige spécifiquement là-dessus, mais je trouve que c'est d'avoir une clause là-dessus, c'est hyper intéressant parce que ça vient rassurer aussi le client sur le fait de savoir, mais les déchets du chantier seront traités, quoi, et donc il est rassuré par rapport à ça parce qu'on en parle et que c'est pas l'espèce de truc. Nous, j'avais l'exemple d'un maçon une fois, ça avait pas du tout été évoqué, il avait rien, de toute façon, il avait pas conscience générale, il avait absolument rien du tout. Et les déchets, son client pensait que c'était le maçon qui s'en occupait. Et le maçon, il a dit, jamais de la vie, on n'en a pas parlé, il se débrouille avec ses trucs. Donc son chantier était une décharge. Mais c'est une vraie difficulté parce que, comme tu dis, quand ils sont plusieurs à intervenir, en fait, c'est la responsabilité de qui? Moi, j'ai un dossier auquel je pense là, mais où le client reproche à l'artisan de ne pas avoir évacué ses déchets. Le client me dit, mais moi, j'ai évacué mes déchets. Mais j'étais pas tout seul sur le chantier. Oui, j'ai évacué les miens, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, ceux des autres, ils s'en débrouillent. C'est ça. Ouais. Mais c'est une vraie complexité, parce que lui, le client final, l'a vraiment mauvaise, en mode, c'est vous qui avez... non, je suis plombier, je suis pas électricien. Donc, en fait, tout ce qui est électrique, c'était pas à moi de m'en débrouiller. Je vais pas m'occuper d'aller à la déchetterie pour tout le monde. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est des vrais sujets. Et après, je trouve que et là, il y a des leviers. Alors après, moi, je rattache un peu toujours ça avec de la relation commerciale aussi, parce que on peut aussi envisager j'ai la possibilité de prévoir une gestion des déchets globale du chantier avec un partenaire ou j'en sais rien, et de proposer ça au client, et comme ça, le sujet est réglé, est pris en charge. Il y a plein de petits leviers, en fait, à partir justement d'un process de conditions générales, de dire, là-dessus, tiens, je peux peut-être proposer un truc différenciant. En plus, sur tout ce qui est respect de l'environnement, etc. Aujourd'hui, c'est des vrais sujets qui vont intéresser aussi les personnes qui vont faire des travaux et tout. Ils sont sensibilisés à ça, en fait. Donc, je trouve qu'il y a des leviers en plus, d'arguments commerciaux. Oui, c'est des arguments commerciaux, mais totalement. Les CGV, ça sert aussi à ça, à soigner ta relation commerciale. Complètement. Faut être honnête.
C'est clair. Et donc là, tu as abordé un point intéressant sur les réceptions de chantier, donc une clause en lien avec les réceptions de chantier, la retenue de garantie. Donc non, on va avoir un épisode vraiment spécial là-dessus, donc j'invite les gens du coup à aller écouter l'épisode. Je renvoie à celui-ci sur est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire, mais c'est intéressant que tu en parles parce que c'est pas automatique. Non. De prévoir dans ces conditions générales. Ça, pour le bâtiment, c'est essentiel, quoi. C'est essentiel et comment dire, et effectivement, c'est pas obligatoire suivant ce que tu fais comme activité. Oui, ce qu'on fait d'activité, ouais. Et le problème, c'est que dans la tête aujourd'hui, ça devient vraiment un levier pour les particuliers. Vraiment en mode non, mais de toute façon, moi je sais pas. Après, ça dépend comment dire, quelle activité on a, mais je pensais aux professionnels qui posent des cheminées. Le professionnel va t'installer ta cheminée au plein mois d'août. Il va pas tester la cheminée au mois d'août. On est d'accord. Pour autant, il l'a installée. Elle est là, elle est finie, tout ce que tu veux. Et donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer d'office une retenue de garantie dans l'hypothèse où... ça marche pas, où il y a un problème, quoi. Voilà, 6 mois plus tard. Donc, toi, professionnel, va falloir que tu attendes 6 mois pour toucher. Alors, suivant le particulier, soit il va prendre 5%, soit il va être beaucoup plus large. Puis en pensant qu'il est dans son droit, en plus. En pensant qu'il est dans son droit. Et donc, toi, tu es là, tu dis, mais donc quoi? Il va falloir aller raber pour récupérer de l'argent qu'on lui doit effectivement, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, dès le départ, il vaut mieux écrire, voilà, la retenue de garantie, c'est diète. Ça marche pas comme ça. Si vous avez des réserves, vous émettez des réserves. Mais s'il y a rien, il y a rien, quoi, en fait. Ouais. Ou alors, au contraire, elle est prévue. Mais dans quel cadre est-ce qu'on l'applique? Enfin, voilà. Et au moins, le fait que ce soit vraiment dit que ce soit vraiment des règles du jeu. Et tu vois, pareil, en termes de relations commerciales et de process, moi, des fois, je conseille aux clients aussi, tu vois, avant la réception, d'envoyer une petite note. Alors, il y en a même qui font des pré-réceptions. Je trouve que c'est intéressant sur des chantiers un peu conséquents. Un peu gros, comme ça, on sait, c'est en état d'être réceptionné. Envoyer un petit mail à son client en disant, on va faire la réception, on vous rappelle, la réception, ça se passe comme ça, tac, tac, tac. Et un petit mot sur s'il y a des réserves, on vous rappelle comment ça fonctionne. Voilà, c'est de façon à ce que le client, déjà, il le sache et que le jour J, il n'y ait pas de surprise et que ça crée pas des tensions et tout, désamorcer, en fait, à chaque étape. Mais quand on a travaillé dessus, on arrive à le faire parce qu'on sait comment on fonctionne, quoi. C'est ça, exactement. C'est important. Écoute, on a fait un tour quand même vraiment assez chouette sur ce sujet-là. Pour avoir une idée, tu vois, d'accessibilité, comment est-ce qu'on peut te trouver? Parce que je sais qu'on mène un peu ce même combat toutes les deux sur notre communication sur LinkedIn, d'avoir une communication qui soit accessible, pas trop barbante, même marrante, voilà, sur certains sujets. Parce que oui, c'est un sujet où, je pense que dans nos métiers, chacune, on peut avoir des anecdotes assez sympas quand même qui dans le quotidien, dans les dossiers qu'on peut avoir. Où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu nous partages sur les réseaux et notamment dans ta newsletter? Ok, alors on peut me retrouver sur LinkedIn effectivement, sur Facebook aussi. Et après, j'ai un blog, j'ai un site internet avec un blog où je mets tout un tas d'informations qui sont liées à l'artisanat et au droit. Et effectivement, maintenant, j'ai la newsletter de Code Émile. Code Émile, c'est les aventures d'Émile, un artisan qui fait quelques boulettes, faut dire ce qui est. Très clairement, c'est une newsletter qui est rédigée sur la base de cas que j'ai pu rencontrer ou d'arrêts de jurisprudence dont j'extirpe les faits pour pouvoir raconter l'histoire et faire en sorte que chaque mois, en réalité, les lecteurs puissent apprendre et améliorer leur pratique du fait des boulettes d'Émile. Voilà. Okay, merci Émile, du coup. C'est exactement ça. Son entreprise est toujours là, a priori. Dans la vraie vie, il arrive à s'en sortir. S'il les accumule toutes pour de vrai dans la vraie vie, attention, à mon avis, à un moment, c'est risqué. Ouais. Donc, du coup, on peut te retrouver là-dessus sur ces newsletters. Donc, on mettra bien sûr les liens dans la description d'épisode pour que les personnes qui écoutent puissent aller te suivre sur les réseaux. Moi, j'encourage à le faire parce que je trouve que c'est toujours rafraîchissant, en fait, entre guillemets, ta com, les couleurs et puis c'est accessible. Donc, je trouve ça chouette. Donc, j'invite toutes les personnes qui écoutent à aller te suivre sur les réseaux et à s'abonner à cette newsletter de façon à ne pas reproduire les boulettes d'Émile. Merci. Ça peut être vraiment chouette. Et quant à moi, j'invite les personnes à s'abonner à la chaîne YouTube pour suivre tous les épisodes, n'en louper aucun. Et également pouvoir mettre un commentaire si vous appréciez les épisodes. Nous faites des retours aussi pour qu'on puisse améliorer, parce qu'on est sur une première saison. Donc les retours sont précieux pour continuer. Et on retrouve également les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute.
Voilà. Sabine, je te remercie vraiment beaucoup pour ta visite et je te souhaite un bon rétablissement sur ton rhume de l'hiver et puis et surtout une super continuation et au plaisir de te recroiser sur les réseaux. Merci beaucoup, Pauline. Merci, À bientôt. À bientôt.